On a toujours vu des gens qui sont assis entre quatre murs, qui ne sont même pas concernés par la situation, qui conçoivent des projets, des actions pour d'autres personnes. Il est temps que les personnes concernées soient au cœur de la lutte, qu'ils soient à mesure de dire voilà, pour nos questions de santé et nos questions de droit, voici ce qui est nécessaire à faire pour nous. Donc pour moi, je résume la lutte à ça, rien pour nous sans nous. Épisode 4, la nécessaire reconnaissance du travail des agents de santé communautaire. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de notre podcast consacré à la santé communautaire. Dans les précédents, nos invités nous ont éclairé sur le rôle des agents de santé communautaire essentiels pour dépasser les barrières d'accès aux soins, par exemple au regard des inégalités de genre en contexte de crise et de conflit, ou encore auprès des populations éloignées des structures sanitaires. Mais si leurs compétences sont indispensables, qu'en est-il de leur reconnaissance officielle ? Comment cette ressource précieuse peut et doit être valorisée au sein des politiques nationales ? Piste de réponse dans ce 4e épisode. Ce qu'on a bien compris également aujourd'hui, c'est la nécessité d'une intégration. On ne peut plus avoir, comme on avait dans le temps, des agents de santé communautaire qui travaillaient que sur une seule maladie. Il faut justement profiter de leur capacité d'entrer dans les communautés, de dialoguer avec les communautés pour pouvoir étendre le champ de leurs activités. S'appuyer sur la proximité spécifique qu'ont les agents de santé communautaire avec les populations cibles afin d'étendre leur champ d'action dans la lutte contre les pandémies, c'est ce que propose Éric Fleutelot, directeur technique du pôle Grande Pandémie d'Expertise France. Comment mettre davantage ces compétences particulières au service des systèmes de soins ? Fatoumata Anne, socio-anthropologue, invite à repenser la santé globale en partant du terrain, à inverser la hiérarchie des savoirs pour légitimer les acteurs communautaires. La santé communautaire est aussi faite d'innovation et donc peut-être que pour repenser la santé globale, il serait important que l'on puisse partir de cette santé communautaire, de ce qu'elle propose et ça nécessite en fait un renversement de la hiérarchisation des savoirs. C'est-à-dire que la nécessité de reconnaître les savoirs qui sont expérientiels issus des terrains et issus de la santé communautaire. La question en fait de la démocratie sanitaire passerait par peut-être, j'ai envie de dire, une sorte d'inversion de la focale. Partir finalement de ce qui se fait au niveau le plus périphérique pour arriver à une équité en santé. Parce qu'on ne peut pas atteindre la démocratie sanitaire tant que les inégalités, tant que les rapports de pouvoir ne sont pas égalitaires entre pays, entre partenaires et même dans les formes de collaboration qu'il peut exister entre les acteurs de la santé communautaire. Essentiel au quotidien, l'action des agents de santé communautaire se révèle absolument indispensable en contexte de crise. C'est ce que souligne Lindy Hanomam, experte en santé publique et humanitaire. Déjà, il faudrait souligner qu'il est tellement important que la santé communautaire ne vient pas remplacer le système formel de santé. La santé communautaire complémente et vient appuyer le système fragilisé pour s'assurer que les vies soient sauvées dans les contextes de crise, pour s'assurer d'avoir l'accès aux soins et pour reconstruire le système là où les formations sanitaires étaient détruites, brûlées, choses comme ça. Néanmoins, si on doit continuer de compter sur les agents de santé communautaire dans des contextes particulièrement compliqués, il faut rappeler qu'ils ne peuvent se substituer entièrement aux professionnels de santé et à des structures de base fonctionnelles. Éric Fleutelot revient sur le statut et la rémunération des agents de santé communautaire qui doivent être à la hauteur de ce qu'on leur doit. Les agents de santé communautaire ont parfois été considérés comme une sorte de pis-aller. Nous n'avions pas assez de ressources humaines en santé, de professionnels de santé, et donc on a fait appel à des agents de santé communautaire pour faire une bonne partie du travail qui, dans d'autres pays qui ont assez de ressources humaines en santé, ne le déléguaient pas. Aujourd'hui, le débat ne se pose plus en ces termes. Évidemment
c'est très utile d'avoir des agents de santé communautaire dans des pays où on n'a pas assez de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, etc. Mais en réalité, ça remplace pas. Et on voit que le travail n'est pas exactement le même. Et on a vu au cours de cette journée on a fait des progrès. Il ne viendrait plus à l'idée aujourd'hui d'avoir des agents de santé communautaire qui ne sont pas formés. Il ne viendrait pas à l'idée non plus de ne pas au moins les indemniser, même si on a bien compris aujourd'hui qu'en réalité, il faut aller vers une professionnalisation des agents de santé communautaire avec une formation en bonne et due forme, y compris une formation continue, et avec une rémunération qui soit une rémunération décente. À cela s'ajoute le statut dans certains pays qui sont très en avance, comme en Afrique du Sud ou en Éthiopie ou au Rwanda. Les agents de santé communautaire, c'est un métier qui est reconnu et parfois ils sont même sur la liste des salariés du ministère de la Santé. Dans d'autres pays, on en est bien loin et ils dépendent de financements extérieurs pour pouvoir être rémunérés. Avec le désengagement des partenaires extérieurs, il est nécessaire que les politiques intérieures des États se dotent de budgets dédiés à la santé publique, en incluant la santé communautaire comme branche à part entière. Serge Brissassi, docteur en parasitologie et chargé de recherche au Programme national de lutte contre le paludisme de Côte d'Ivoire, nous parle de cette mise à l'échelle. Il faut rapprocher la communauté des systèmes de soins, d'où l'implication effective des travailleurs au niveau communautaire. Mais cela passe par un engagement fort de la communauté. Mais dans la réalité, la communauté se désengage un peu au niveau des mesures incitatives pour les ASC. Il n'y a pas beaucoup d'États qui ont prévu dans leur budget de santé la prise en charge de ces travailleurs communautaires. Donc il y a des devoirs de l'État qui reconnaît vraiment les efforts que font les ASC de prendre le relais et de prévoir dans son budget des mesures incitatives. Il faut que l'État commence déjà à se préparer dans ses différents budgets à prendre en compte ces ASC. C'est vrai qu'il faut passer à l'échelle de ces luttes au niveau communautaire. Voyez-vous un peu, avec ce qui se passe actuellement, si certains partenaires financiers se désengagent, il va sans dire que l'action des communautés va être vraiment perturbée. Donc cette mise à échelle voulue ne sera pas efficace. Djibril Sy, président de l'association SOS Pères Éducateurs en Mauritanie, qui lutte contre le sida et pour les droits humains, insiste. Pour prendre la mesure de l'apport des travailleurs communautaires, on peut observer ce que coûte leur absence, notamment quand les coupes budgétaires ont raison de leur poste. Avec tous les besoins que nous, on a dans nos familles, on n'est pas prêt à donner le temps qu'il faut pour les bénévolat sans contrepartie. C'est pour cela qu'il est bien, dans le contexte actuel où le financement est en train de diminuer, prendre en compte des agents communautaires. Et s'ils ne sont pas là, il faut penser au coût de leur inaction. Ça veut dire qu'on a une communauté qui va amener leurs maladies tardivement, ce n'est qu'un exemple entre autres, tardivement dans les centres de santé et leur prise en charge va être trop chère. Face aux attaques sévères adressées au multilatéralisme, Serge Duhaumont-Guiota, directeur du plaidoyer de la plateforme Coalition Plus, rappelle les engagements financiers pris par les États envers leur propre système de santé. Il insiste sur la nécessité de les respecter pour maintenir une gestion sanitaire autodéterminée dans les pays du Sud. Je pense notamment à la déclaration d'Abuja qui a été signée par les chefs d'État africains à Abuja en 2001, qui demande à ce que les États investissent 15% de leur PIB dans la santé et qui n'a pas vraiment été suivi. Je pense que c'est le moment actuellement de revenir sur cet engagement-là et de travailler de façon très rigoureuse parce que le contexte ne donne aucun signal de la poursuite du financement international et on voit bien que le multilatéralisme est attaqué. Donc, bien sûr, il faut continuer à faire ce travail de plaidoyer pour maintenir les instances multinationales, mais il faut davantage travailler à ce qu'il y ait une sorte d'autodétermination des systèmes de santé des pays dits du Sud pour que justement ils soient à même de se préparer et de gérer les problèmes d'urgence. Aujourd'hui, à Coalition Plus en l'occurrence, on est vraiment engagé dans la démarche communautaire à promouvoir le travail des ressources humaines communautaires en santé, notamment le travail des pères éducateurs. On sait les défis auxquels seront confrontés les États avec le retrait des financements américains. On sait que les systèmes de santé, on l'a vu au Mozambique en l'occurrence,
totalement déchiquetée parce que pas préparée à justement un retrait aussi brutal des financements internationaux. Et on sait que les systèmes de santé auront besoin d'un souffle, d'une main d'œuvre. Donc aujourd'hui, dans les conversations que nous avons avec nos partenaires au niveau étatique, c'est de dire, bon, venez, on a de l'expertise, on a un savoir-faire qu'on a accumulé. Alors je pense que dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on vit comme coupure de financement, il faut optimiser le peu de ressources qu'on a. Et pour cela, il faut miser sur les compétences déjà disponibles. Donc, je pense qu'il y a une communication très claire et très simple à faire avec les acteurs du secteur communautaire et les acteurs du système public classique pour montrer la complémentarité. Les acteurs du système communautaire ont la capacité, la compétence d'aller dans les niches des épidémies. Ils vont vraiment dans les lieux, les espaces où les infirmiers ou les médecins ne peuvent pas y aller parce que tout simplement ils ne peuvent pas transporter le plateau technique dans ces environnements-là. Mais justement, la complémentarité vient du fait que les acteurs du système communautaire peuvent aller chercher en communauté les personnes qui ont le plus besoin de soins et les ramener vers le système de santé classique et parfois même d'accomplir les premiers gestes de dépistage, notamment le dépistage du VIH. Ça peut se faire en communauté. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose sur lequel on peut construire un nouveau système de santé plus fort, plus résilient, en misant sur toutes les forces vives qui sont en présence et pour justement répondre à l'urgence sanitaire qui est en train de profiler. Tirer profit de l'expérience disponible, optimiser les forces vives en présence pour rendre plus efficients les systèmes de soins, ces recommandations expriment combien il est nécessaire de soutenir la santé communautaire, c'est-à-dire demander au pays de reconnaître juridiquement, financièrement et uniformément l'énergie déployée par les agents de santé communautaire au bénéfice des systèmes de santé. Le travail qu'ils fournissent doit aussi reposer sur des structures de soins performantes. Pour que la santé communautaire soit pleinement efficace, elle doit demeurer complémentaire au système de santé classique. Sergio Mongiota rappelle qu'il faut renverser la focale. Structurer des politiques de santé pérennes est un investissement et non pas une charge. Un investissement d'avenir sur les plans humains et financiers, dont les impacts positifs sont palpables dès leur mise en œuvre. Depuis sa création il y a 20 ans, le Fonds mondial, un partenariat international ayant pour vocation de vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme pour une santé globale plus sûre et équitable, a fait ses preuves. Ce sont plus de 70 millions de vies qui ont été sauvées et le taux de mortalité combiné de ces 3 pandémies a chuté de 63%, 80% pour le sida, grâce à la mise en commun des savoirs, des ressources et des actions d'État, de philanthropie et de communauté. Mais la dernière reconstitution, en novembre 2025, a récolté moins de fonds qu'espéré, obligeant à réviser les priorités de soutien accordées pour le triennat à venir. Pourtant, l'expérience et les connaissances en santé démontrent sans ambivalence que la prévention et la promotion de l'égalité des genres, une évidence d'un point de vue du droit humain, sont aussi source d'économie comparée au coût de la réponse d'urgence et de crise. Partout dans le monde, l'éducation et la santé sont le secret du développement humain. À l'initiative, issue de la contribution française du Fonds mondial, nous resterons mobilisés aux côtés de nos partenaires pour faire front, garantir la continuité des activités de prévention et de soins et faire de la réponse communautaire un pilier durable de la riposte aux pandémies. À l'ère de la désinformation, ce podcast vise à informer de façon rationnelle pour éclairer les décideurs et illustrer l'impact des projets de santé sur toutes et tous. Si vous avez aimé l'écouter, partagez-le le plus largement possible et prolongez l'expérience avec nos 2 autres séries, Paludisme et changement climatique et Tuberculose, les voies de la recherche. En attendant, je vous laisse en description de l'épisode quelques références pour comprendre le fonctionnement et les résultats de l'aide au développement. Un grand merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour explorer une nouvelle thématique de santé mondiale.